le clairon. Alors, il y a eu beaucoup d'actualités ces derniers temps. D'abord, les cérémonies, puis les rencontres géopolitiques. Et donc, à travers tout ça, le fossé entre l'Europe et la Russie, notamment, continue de se creuser. Je rappelle rapidement, hein. Le 8 mai, nous célébrions, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je vous renvoie à notre émission d'ailleurs spéciale sur le sujet, qui a eu un grand succès avec les historiens Eric Branca, Annie Lacroix-Ries. L'après-midi, on l'avait annoncé d'ailleurs le matin, Emmanuel Macron défilait sur les Champs-Élysées. Je propose de regarder d'ailleurs une petite vidéo de ce défilé. Il salue une foule un peu absente, parquée derrière des barrières de sécurité. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde sur le trajet, mais j'imagine que c'est pour des raisons de sécurité, hein, comme toujours. Les abords des Champs-Élysées sont sécurisés. Il y a un engouement nouveau pour aussi la part des Français. C'est-à-dire qu'habituellement, il y a 10-15 ans, le 8 mai, il n'y avait pas un engouement. Je ne suis pas certain que toutes les chaînes de télévision diffusaient en direct. Et ensuite, alors ça, c'était, on voyait, en tout cas, pas grand monde derrière les barrières. Sur CNews, on essaye d'expliquer ça. Et puis, surtout, il y a eu des sifflements. Moi, je suis toujours terriblement offensée d'une certaine façon par ces sifflements, puisque ça représente des sifflements contre la France. Hein, mais je propose quand même de les écouter. Voilà, ça c'était donc sur les Champs-Élysées lors du passage d'Emmanuel Macron, ce qui n'est pas forcément vu sur les chaînes nationales. Alors ça c'était donc le 8 mai, le lendemain, vendredi 9 mai, c'est le président Vladimir Poutine qui lui a organisé la commémoration, vous savez qu'eux c'est toujours avec un jour de décalage, de la victoire de la Russie, ça c'est leur présentation sur l'Allemagne nazie, une vingtaine de dirigeants quand même étrangers du Nouveau Monde, comme on dit. Les BRICS, alliés et partenaires de la Russie, ont fait le déplacement pour assister à la grande parade militaire sur la place rouge. Il y avait quand même le président chinois, Xi Jinping, son homologue brésilien, Lula da Silva, mais aussi des représentants du Kazakhstan, de la Biélorussie, du Vietnam, de l'Arménie, de Cuba, du Venezuela, qui ont assisté à la cérémonie et au discours du président russe. Vous allez voir défiler ici d'ailleurs les Vladimir Poutine qui accueille les dirigeants de ces nombreuses nations. On va pas. Alors, je vous laisse pour ceux qui ont l'image, regarder ça pendant qu'on continue de parler. Alors, pendant son discours, Vladimir Poutine a réaffirmé son soutien, ainsi que celui de toute la Russie, envers ce qu'il appelle l'opération russe, l'offensive russe. Il a revendiqué son combat contre le nazisme, la russophobie, l'antisémitisme. En France, notamment les journalistes de LCI ont parlé de bras d'honneur aux Européens fait par Vladimir Poutine. En tout cas, le président Emmanuel Macron, comme une réponse, a retrouvé le chancelier allemand Friedrich Merz, le premier ministre britannique Keir Starmer dans le train à Kiev le lendemain. On a eu une belle mise en scène dans le train, digne d'un Rocky Balboa, avec d'ailleurs quelques images qui interrogent sur la présence d'un certain sachet blanc. Bon, ça je ne sais pas, je ne pourrais pas juger. Le lendemain, rejoint par le premier ministre polonais Donald Tusk, pour rencontrer Volodymyr Zelensky. L'objectif, soutenir le peuple ukrainien et réclamer avec les États-Unis un cessez-le-feu complet de 30 jours à Moscou. Donc là, on veut montrer à Vladimir Poutine que c'est nous qui donnons le là. Vladimir Poutine, le lendemain, vous voyez que tout ça se suit, dimanche, propose sur son réseau social, propose une négociation avec l'Ukraine sur le sol turc. Non, alors celle-ci, on n'est pas obligé de la voir, cette vidéo. Et dimanche, le président américain, sur son réseau social Truth Social, demande à l'Ukraine et à la Russie de se rencontrer rapidement, en faisant écho évidemment à cette proposition de Vladimir Poutine. Je cite Donald Trump. Le président russe, Poutine, ne veut pas d'un accord de cessez-le-feu avec l'Ukraine, mais plutôt d'une rencontre jeudi en Turquie pour négocier une possible fin au bain de sang. L'Ukraine devrait accepter immédiatement. Voilà ce que dit le président américain. Cela permettra au moins de déterminer si un accord est possible et s'il ne l'est pas. Les dirigeants européens et les États-Unis sauront à quoi s'en tenir et pourront agir en conséquence. Et enfin, Zelensky a répondu dimanche également. Nous attendons un cessez-le-feu total et durable à partir de demain pour fournir une base nécessaire à la diplomatie. J'attends Poutine en Turquie, donc il accepte la négociation et la rencontre avec Vladimir Poutine en tête-à-tête. Personnellement, j'espère que cette fois-ci, les Russes ne chercheront pas d'excuses, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Voilà donc tout ce qui s'est passé depuis le 8 mai, depuis que nous nous étions quittés. Donc beaucoup d'informations. Et pour analyser tout ça, très heureuse de retrouver Frédéric Egouy. Bonjour Frédéric Egouy. Bonjour Clémence, merci de me recevoir. Et merci à vous d'être avec nous ce matin. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant et spécialiste des questions géopolitiques. Comment vous réagissez à cette série, donc hommage plus négociation en cours? Évidemment, tout ça est lié, hein, l'image de l'un renvoyant à la négociation de l'autre. Écoutez, je pense que déjà, mon analyse, c'est qu'on a clairement assisté finalement à l'avènement du monde multipolaire.
Ce 9 mai restera, à mon sens, probablement une des dates avec le sommet de Kazan en octobre dernier, du moment de bascule de l'équilibre des pouvoirs géopolitiques, finalement de la défaite de l'Occident, comme dirait Emmanuel Todd. Pourquoi? D'abord, symboliquement, la Russie vient de corriger un travesti historique qui dure depuis des dizaines d'années, à savoir que c'est aussi l'Union soviétique qui a gagné la guerre contre l'Allemagne nazie. Elle vient de faire en fait une remise en perspective, c'est-à-dire de ces 27 millions de morts soviétiques par rapport aux 292 000 morts américains dans la guerre. Et c'est en fait c'est un point essentiel parce qu'à travers ça, c'est une remise en cause de la carte maîtresse de l'Empire américain qui se présente depuis donc 80 ans comme le sauveur du monde, comme le sauveur de la démocratie et de la liberté, finalement comme le camp du bien, justement parce qu'il aurait vaincu lui seul l'Allemagne nazie. Et c'est cette image-là qui lui permettait d'aller faire la guerre à droite, à gauche, d'aller faire des guerres qui sont des guerres pour asseoir sa domination. Moi, je peux citer la Syrie, l'Irak, la Libye, la Serbie, etc., etc., l'Afghanistan, le Vietnam, enfin à peu près où vous voulez en fait. Et il se servait donc de cette image en fait qui avait été savamment construite par un plan marketing bien ficelé pour dire qu'il défendait la démocratie et la liberté et pour en fait mener des guerres qui sont des guerres d'agression qui lui permettaient d'asseoir sa domination. Et ça, c'est cet outil-là en fait qui était très puissant et qui vient de voler en éclats à Moscou parce que la Russie dans sa démarche, comme vous l'avez très bien dit, n'était pas toute seule. C'est-à-dire qu'elle a été soutenue, et notamment par la Chine, qui est venue là, qui a fait non seulement acte de présence, mais qui a aussi dit, il faut voir les propos qui ont été tenus par Xi Jinping à ce moment-là, qu'il soutenait à 100% la démarche de la Russie dans sa recherche de vérité historique. Et donc c'est ça qu'on est en train de changer, c'est ça qui a fondamentalement changé aujourd'hui, ce 9 mai-là. C'est un des éléments absolument essentiels. D'accord. Alors ça, c'est pour le changement, on va dire, de braquet. Est-ce que, comment vous réagissez malgré tout, d'abord au défilé d'Emmanuel Macron et ensuite sa rencontre dans le train avec Merz, Starmer, et puis, comment dire, la tentative de reprendre de montrer qu'ils sont à l'origine des actions géopolitiques et des négociations de paix qui sont en train de se dérouler? Bah, écoutez, ce qu'on peut voir, bon, après le défilé en lui-même, j'ai envie de vous dire, c'est normal, hein, il faut aussi, comme vous l'avez très bien dit, la France a aussi eu son rôle à jouer grâce au général de Gaulle, grâce à la Oui, bien résistance, et sûr. donc on a notre mot à dire dans cette histoire, donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. En revanche, sur le fait, sur le petit happening qu'il a organisé avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse, il faut un peu remettre les choses en place. C'est-à-dire qui est derrière Emmanuel Macron aujourd'hui. Vous avez Keir Starmer, donc le Premier ministre britannique, qui vient de prendre une rouste monumentale aux dernières élections en Grande-Bretagne par Reform UK, le parti de Nigel Farage. Vous avez Friedrich Merz, donc le chancelier allemand, qui s'est fait nommer par son Parlement dans des conditions extrêmement délicates, quelque chose qui arrive jamais, il n'a pas été nommé au premier tour. Ah oui. Et vous avez Andrzej Duda, donc le président polonais, qui lui est là parce que son objectif, c'est de récupérer l'arme nucléaire française, ce qui, soit dit en passant, il a peut-être réussi à faire. Donc c'est quand même pas extrêmement brillant. Et Emmanuel Macron, derrière tout ça, conscient du pouvoir limité de ces dirigeants-là, a quand même osé dire qu'il n'y avait pas qu'eux qui étaient là, il y avait ne vous inquiétez pas, il y avait beaucoup de monde derrière nous, et il a cité l'Islande. Donc l'Islande, c'est moins de 400 000 habitants, qui n'est par ailleurs pas dans l'UE, et la Norvège, qui n'est pas non plus dans l'UE. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la Russie qui a démontré à quel point elle n'était pas isolée. La Russie et les célébrations, donc c'est 26 chefs d'État qui se sont déplacés, c'est grosso modo un tiers de la population mondiale. Oui. C'est des chefs d'État, vous les avez nommés, vous avez nommé un certain nombre, et pas des moindres, qui viennent des 4 continents de la planète.
Et vous avez notamment des dirigeants européens qui se sont déplacés là. Et ça, c'est un point absolument essentiel et absolument majeur qui montre la défaite diplomatique de l'Union européenne. Parce que je vous rappelle que l'Union européenne a fait son possible pour empêcher par tous les moyens les dirigeants européens de se rendre à ces célébrations, ce qui est par ailleurs très contestable d'un point de vue moral, hein, parce qu'on parle de la défaite du nazisme quand même, de célébrer la défaite du nazisme, mais passons. Et qui, par des moyens mesquins, par des menaces très directes, notamment face à Aleksandar Vučić, donc le président serbe, en émettant des menaces sur l'accession potentielle de la Serbie à l'Union européenne, mais aussi par des moyens encore plus mesquins que ça. L'Estonie a fermé son espace aérien pour essayer d'empêcher Robert Fico de se rendre à ces célébrations. Enfin, on a atteint un niveau qui n'est pas du tout à la hauteur des événements. Et qui est un échec parce que Robert Fico s'y est rendu, Aleksandar Vučić s'y est rendu, ce qui montre bien, si vous voulez, que la bascule est en train de s'effectuer et elle s'effectue même au sein de l'Europe en fait. Et tout le monde est en train de prendre le train en route et Emmanuel Macron peut faire ce qu'il veut de son côté, si vous voulez. Le rapport de force, il est très clair et il n'est pas en sa faveur. D'accord. Et est-ce que vous considérez qu'il peut vraiment se jouer quelque chose jeudi prochain, donc lors de cette rencontre organisée, donc et pour le coup mise en place à l'origine, d'ailleurs c'est intéressant, j'écoutais France Info ce matin, qui disait que c'était la volonté de Volodymyr Zelensky. Non, à l'origine c'est la proposition de Vladimir Poutine de se rencontrer en Turquie et Volodymyr Zelensky a accepté. Est-ce que vous considérez qu'il peut se passer quelque chose là Erdogan parle d'un tournant historique qui a été atteint pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Est-ce que vous êtes aligné sur ce que dit le président turc ? Écoutez, ça on verra, mais effectivement, c'est intéressant de noter ça. On peut voir que c'est le même format finalement que ce qui avait été mis en place en 2022. Je vous rappelle, au tout début de la guerre, en mars-avril, il y a eu une rencontre de délégations russes et ukrainiennes à Istanbul qui sont parvenues effectivement à un accord de paix. Cet accord de paix qui a été mis à la poubelle, c'est un fait historique par Boris Johnson, qui a été reconnu par la partie ukrainienne pour pouvoir continuer la guerre. Donc, il n'y a pas de raison finalement qu'ils ne puissent pas arriver à s'entendre. Ils ont déjà réussi à s'entendre. Donc, si on arrive sur le même format, qui effectivement est ce qu'a proposé la Russie concrètement, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle et c'est sûr que c'est possible. Il faudra voir là, derrière tout ça encore une fois, quelle est l'attitude des Européens qui aujourd'hui demeure de façon assez évidente le plus gros obstacle à la paix. Les propos d'Emmanuel Macron sont pas très rassurants. Maintenant, écoutez, tout est possible. En tout cas, c'est sûr que c'est un gros pas en avant qu'il puisse y avoir des discussions directement entre Russes et Ukrainiens à Istanbul, comme c'était le cas en 2022. C'est ça. Enfin, c'est vraiment un pas très positif en avant. Oui, bon, écoutez, en tout cas, on suivra tout ça. Et avec vous, évidemment, Frédéric Egouy, qui suivait très bien l'actualité internationale. Merci beaucoup, Frédéric Egouy. Chers amis, on est déjà très nombreux. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place, parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.